Il est 13 h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. À quelques semaines de l'ouverture de la CAN de football en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Robert Begré-Mambé multiplie les rencontres et sonne la mobilisation autour de l'événement. Hier vendredi, il a rencontré les gloires du sport ivoirien, les artistes, les transporteurs et les hôteliers. Un seul mot à la clé, l'union sacrée autour de l'événement. On en parle en début de journal. À suivre dans cette édition, le message du président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, Epiphane Zoro, à la faveur de la Journée internationale de la lutte contre la corruption. Epiphane Zoro appelle à l'engagement de tous pour éliminer ce fléau en Côte d'Ivoire. On en parle dans cette édition. Dans l'actualité internationale au Mali, la mission onusienne de la MINUSMA a définitivement quitté sa base de Mopti-Sévaré située dans le centre du pays. C'était hier vendredi 8 décembre. Voilà pour l'essentiel. Madame, monsieur, bonjour. Oui, vous le savez, de janvier à février 2024, 24 nations de football se retrouveront en Côte d'Ivoire dans le cadre de la 34e Coupe d'Afrique des nations de football. Et le chef du gouvernement porte la canne de la mobilisation pour cette canne. Hier vendredi, Robert Begré-Mambé a rencontré les gloires du football ivoirien, ceux-là même qui vous ont fait vibrer au rythme de l'ambiance des grandes compétitions, qui ont porté avec fierté les couleurs nationales et les ont défendues au prix de leur sueur. Il a également rencontré les artistes ambassadeurs de notre culture, les transporteurs, maillons essentiel de la chaîne de progrès et les hôteliers gardiens de l'hospitalité en échange direct pour un objectif précis, leur confier le succès de la CAN de l'hospitalité. Le récit de ces rencontres avec Franck Quadio. Le compte à rebours pour la réussite du pari de la mobilisation autour de la CAN 2023, la CAN de l'hospitalité est lancée. Le Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie Robert Begré-Mambé rencontre sportifs, artistes, transporteurs et hôteliers en compagnie de leurs tutelles respectives. Un maître mot, ou plutôt un maître message, implication et solidarité. Je vous confie une mission. Je vous demande chacun dans le quartier où il se trouve de mobiliser les Ivoiriens pour dire que cette fête, c'est pour nous tous. Cette fête, c'est pour les Ivoiriens. Cette fête, c'est pour les Africains, mais cette fête, on doit la réussir ensemble. Ensemble. Donc soyez nos porte-voix dans les quartiers où vous vous trouvez. Voici la première mission que je voudrais vous confier ce matin. Et tous répondent présents. Les gloires du football, leur voix portée par Yo Martial, sélectionneur vainqueur de la CAN 92, les artistes mobilisés autour de Kou Michel, Guy Kalou et Patéo, sans oublier les transporteurs et le secteur de l'hôtellerie. Occasion pour ces acteurs de la vie sociale de remercier le gouvernement ivoirien, mais aussi de faire des propositions et surtout de marquer leur engagement corporatiste. Si on se sent ivoirien, on ne peut rester en marge de ce qui arrive. Pour vous dire que nous sommes déjà engagés. De San Pedro à Yamoussoukro, de Yamoussoukro à Bouaké, en passant par Koro, où nous sommes rentrés hier, le message est le même. Le sens de la responsabilité. Voilà les engagements que nous avons pris. L'entretien du véhicule. Voilà les engagements que nous avons pris. Au-delà de la partie financière, ce que nous avons en tête aujourd'hui, c'est l'image de notre pays. C'est ça, monsieur le Premier ministre. Le corps social mis à contribution. Au nom du chef de l'État, le Premier ministre réitère l'accompagnement des plus hautes autorités envers ces héros de l'ombre. Leurs propositions seront prises en compte. Sollicitations mais aussi actions. À cette 34e édition de la CAN, les gloires du sport bénéficieront du maillot tricolore personnalisé et même de places en tribune réservées jusqu'à la finale. Pareille à disposition pour les artistes, les transporteurs et les hôteliers. Une façon pour le gouvernement de mettre les bouchées doubles et mobiliser encore et encore toutes les énergies pour l'engouement populaire autour de cette Coupe d'Afrique des Nations. Un élan de mobilisation pour le succès de cette Coupe d'Afrique des Nations Made in Côte d'Ivoire que veut accompagner le Bureau ivoirien pour la promotion de l'intégration africaine. L'objectif est simple et clair, mobiliser les communautés africaines vivant en Côte d'Ivoire afin que celles-ci s'approprient cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Ce bureau a eu une rencontre avec ces communautés africaines. Frédéric Oulaï et Jean-Marc Djadji. La Côte d'Ivoire aux couleurs de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023.
À un mois de l'événement, la réussite de la plus prestigieuse compétition du continent est au menu des échanges. Au bureau ivoirien pour la promotion de l'intégration africaine, l'extérieur, paré de drapeaux multicolores, traduit l'engagement à mobiliser les pays africains autour de ce championnat. En conclave avec les ressortissants de plusieurs pays, le directeur général du BIPIA sollicite la contribution de tous. Des efforts incommensurables ont été consentis pour créer toute infrastructure pour faire réussir la Coupe d'Afrique. Et ce qui nous appartient en tant que bureau ivoirien de la promotion de l'intégration africaine, nous devons jouer notre partition en mobilisant fortement toutes ces communautés qui vivent en Côte d'Ivoire afin de donner à la Coupe d'Afrique tout son caractère hospitalier. Ce sont 24 nations africaines qui s'affronteront dans les différents stades ivoiriens. Ce rendez-vous du ballon rond est l'occasion de renforcer l'intégration entre les peuples. Le comité d'organisation est prêt. Mais vous savez, nous avons mis la barre très haute. Nous avons dit que nous voulons la meilleure des CAN jamais organisée. Et donc nous sommes en train de parfaire les détails. Mais le comité d'organisation, aujourd'hui, la CAF, dans une dernière correspondance adressée à notre pays, a donné un satisfecit sur les infrastructures sportives. Je peux dire que le gouvernement ivoirien a mis les petits plats dans les grands et nous sommes prêts. Le CNSE est prêt à recevoir l'Afrique et cette occasion qui nous est offerte par le Bureau ivoirien de l'intégration africaine nous permet de dire à tous les supporters des pays qui vont venir, à nos frères et sœurs africains, que c'est la fête du football qui va se dérouler en Côte d'Ivoire. Nous voulons que l'enjeu ne tue pas le jeu. C'est l'Afrique qui gagnera. À cette séance de travail entre les différentes communautés vivant en Côte d'Ivoire, certaines ont émis la volonté d'être des ambassadeurs pour la parfaite réussite de la CAN 2023. D'autres s'engagent auprès du COCAN. Une Coupe d'Afrique des Nations de football présentée comme la CAN de l'hospitalité. Le ton est donné, les dés sont jetés. Grand Bassam ne veut pas rester en marge de l'événement sportif, des opérations de salubrité aux actions d'embellissement et d'aménagement de la ville. Les autorités communales veulent mettre tout en œuvre pour permettre aux visiteurs de passer d'agréables moments dans leur cité. Et comme une princesse qui attend avec impatience le bal masqué, la ville historique se refait une petite beauté avant l'événement. Reportage Nouk Sangaré et Jean-Marc Djadji. Dans moins de 2 mois, la Côte d'Ivoire sera aux couleurs de la Coupe d'Afrique des Nations. Abidjan est l'une des villes retenues pour accueillir cette compétition footballistique. Grand Bassam, ville à proximité d'Abidjan, ne veut pas rester en marge de l'événement. Avec tout ce que nous avons comme atout touristique, atout hôtelier, nous pensons que les hôtes de la CAN ne viendront pas seulement pour la CAN. Dans leur temps creux, ils viendront vers Bassam. Donc il y a lieu de prendre déjà les mesures qui s'imposent pour que les autres qui viendront ici aient un très bon souvenir de leur passage en Côte d'Ivoire. Des opérations de salubrité aux actions d'embellissement et d'aménagement de la ville, les autorités communales entendent prendre toutes les dispositions pour que l'événement sportif soit une réussite. Nous avons un plus à présenter, à offrir à nos visiteurs. C'est la richesse culturelle de Grand Bassam qui est le symbole de la richesse culturelle de la Côte d'Ivoire puisque notre ville est la capitale des arts et de la culture. Ce serait une belle opportunité donc de mettre en avant tous ces attraits culturels, touristiques, gastronomiques aux milliers de visiteurs que nous recevrons à l'occasion de ce grand tournoi. Pour l'atteinte de cet objectif, les autorités mettent à contribution les forces vives de la ville. Je suis très heureux. Je salue encore cette initiative. Nous voulons faire un festival gastronomique associé au village Cannes de Grand Bassam. La Coupe d'Afrique des Nations va se tenir du 13 janvier au 11 février et Grand Bassam veut être la destination touristique de l'événement sportif. Des préparatifs pour la CAN qui avancent bien sur un autre terrain, celui de la solidarité. Cette année en Côte d'Ivoire, 100 000 à nouveaux ménages ont intégré le programme des filets sociaux, portant le nombre total à 327 000 depuis le lancement de ce programme. Un programme qui s'étend aux zones rurales comme urbaines. Un coup de pouce du gouvernement qui sonne comme une bouffée d'oxygène pour ces ménages qui luttent au quotidien afin de sortir de la précarité. La Côte d'Ivoire solidaire par les filets sociaux productifs, c'est le dossier vide ici que vous propose la rédaction. Il est signé Jean-Marc Djadji. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, la ville de Mans. Ce matin-là, c'est jour d'achat pour Madjomondé et son fils. Cette mère vient procurer à son garçon des fournitures scolaires. La rentrée va se kit de 3e. Sacs, cahiers,
Tout le petit nécessaire qu'elle paye comptant, 15 000 francs CFA. Une somme que la quinquagénaire peut aujourd'hui se permettre de débourser, car il fut un temps où celle-ci lui aurait semblé bien trop élevée. Sa famille et elle vivaient alors en dessous du seuil de pauvreté. C'était très difficile. Pour payer la scolarité de mes enfants comme ça, c'était pas facile. La nourriture, bon, peut-être une fois par jour. Et le 29 décembre 2020, j'ai reçu de l'argent de la part de filières sociaux. Les filets sociaux, un programme initié par le gouvernement ivoirien et la Banque mondiale pour venir en aide aux familles défavorisées et démunies. Celles vivant en situation d'extrême pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 350 francs CFA par jour. Tu vas envoyer pour la beauté, quartier Académie, là, 20 paquets. Ma Diomandé a été sélectionnée au terme d'une minutieuse enquête menée par les agents du programme sur le terrain. Tous les 3 mois, elle reçoit une aide financière de 36 000 francs CFA, ce qui lui a très vite permis de sortir la tête de l'eau. L'activité marche, parce que souvent je peux faire au moins les 70 paquets par jour, 100 paquets par jour. Hier, comme ça, j'ai fait 120 paquets par jour, parce qu'après le carburant, je peux me retrouver à 70 000. Grâce à cette aide financière, Madjomandé s'est lancée dans la vente d'eau en sachet. Elle a pu, avec l'encadrement que lui a apporté le programme des filets sociaux, accroître ses revenus. Équipée désormais de cette machine dans sa charge et d'un tricycle pour faciliter la livraison auprès de ses clients revendeurs. De 35 000 ménages ayant bénéficié de l'inclusion financière en 2017, ce sont plus de 227 000 foyers qui étaient déjà concernés par le programme des filets sociaux en 2022. Un programme qui aujourd'hui couvre l'ensemble des 31 régions de la Côte d'Ivoire, incluant 3 498 villages et 108 communes, chefs-lieux de départements concernés. Ce couturier vit dans la ville de Mans avec sa femme et ses 5 enfants dans une situation de précarité. Son atelier tourne au ralenti. Sélectionné pour intégrer le programme des filets sociaux, il a pu booster son activité. Uniquement dans la ville de Mans, ils sont plus de 700 bénéficiaires répartis entre 5 quartiers urbains et 9 villages. L'aide octroyée grâce aux filets sociaux s'étend sur une durée de 3 ans à des hommes et des femmes qui sont suivis toutes les semaines de leur admission dans le programme par des agents communautaires. Bonjour, monsieur Amar. Ah, on dit quoi? L'épargne fait partie des points clés pendant nos formations avec les bénéficiaires. On leur a même enseigné le budget familial. On a vu les compétences de vie, les normes sociales et valeurs, voilà, l'estime de soi, pour pouvoir avoir une teneur, pour pouvoir avoir une certaine attitude dans leurs activités, le comportement avec les clients. En 2023, le gouvernement a élargi le programme à 100 000 nouveaux ménages issus des 14 régions les plus touchées par l'extrême pauvreté. Mais à Abidjan, les responsables suivent de près ce programme de filets sociaux. On fait une enquête auprès des ménages. C'est un questionnaire qui est basé sur l'appréciation des commodités de vie. Est-ce qu'il y a de latrines? Est-ce qu'il y a un poste téléviseur? Donc tout cet environnement permet de faire une classification des ménages qui sont donc les plus fragiles. Et évidemment, après, il faut pouvoir la soumettre, pour ce qui est du milieu rural, il faut la soumettre à la validation communautaire, afin qu'au sein de la communauté, ils regardent le listing qui est généré par l'enquête statistique et qu'ils puissent nous dire, oui, effectivement, là, l'enquête, elle est assez judicieuse parce que M. X ou Y répond effectivement aux critères de vulnérabilité ici dans la communauté. Des critères de sélection qu'ils sont nombreux à remplir, y compris dans la commune d'Anyama, au nord d'Abidjan. Sous cet hangar, travaille chaque jour Anne Allo, devenue transformatrice de manioc grâce au soutien financier des filets sociaux. Anne Allo est l'une des principales pourvoyeuses d'attiqués de la commune. Je prenais 3 sacs de manioc, je viens, je fais ça un peu, jusqu'à maintenant. Quand le filet social est venu, avec cet argent des filets sociaux, j'ai rempli 2 chargements
des mototaxis, je viens à la machine, je prends des femmes qui peuvent m'aider. Le lendemain, je prends 2 femmes qui viennent m'aider. Quand on finit, je les paye. En 2022, les ressources redistribuées en termes de transfert monétaire direct à 175 000 ménages bénéficiaires actifs étaient d'un montant de 15 577 200 000 francs CFA. Fournir aux plus démunis un capital de départ les initie à des activités génératrices de revenus pour leur permettre de sortir de la misère au bout de 3 ans. Telle est la vocation des filets sociaux et le gouvernement ivoirien espère y inclure 300 000 nouveaux ménages d'ici 2025. La lutte contre la pauvreté, la Côte d'Ivoire solidaire par les filets socioproductifs, le sujet du dossier vide ici de cette édition. Et à côté de la pauvreté, il y a cet autre géant qu'il faut faire tomber. Son nom, c'est la corruption. Dans le fil de l'actualité, le monde entier célèbre ce 9 décembre 2023 la journée internationale de la lutte contre la corruption. La corruption, ce fléau, n'épargne aucun secteur de nos sociétés. Ennemis du développement, la lutte contre la corruption demande l'adhésion de tous pour son éradication complète. Voici en substance l'idée qui accompagne le message du président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, Epiphane Zoro, à la faveur de cette célébration. Lansine Bakayoko. Selon le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, le combat contre la corruption requiert l'implication de tous, notamment la société civile, le secteur privé et les groupements politiques. L'État, qui est au devant de la lutte, a déjà posé le dispositif institutionnel par la ratification des conventions internationales et le renforcement du front opérationnel. En plus, la stratégie nationale 2023-2027 est finalisée. Ce document de stratégie servira de cadre pour les interventions en matière de prévention et de lutte contre la corruption dans notre pays. Cet élan constitue sans nul doute le gage d'un développement harmonieux avec à la clé le renforcement de la confiance entre l'État et les citoyens d'une part et d'autre part entre l'État et les investisseurs. Ce renforcement de la confiance devrait se consolider via l'intensification du mécanisme de déclaration du patrimoine des agents publics en procédant au traitement des contenus de ces déclarations en relation avec les menaces pouvant conduire à l'enrichissement illicite et au blanchiment des capitaux publics. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance a pris l'initiative d'élaborer et de mettre à la disposition des administrations publiques et privées des outils de prévention pour renforcer le suivi et la détection des infractions de corruption et de blanchiment de capitaux dans tous les secteurs d'activité. Plusieurs autres initiatives liées à la formation des acteurs ont été prises, surtout la création de l'Académie sous-régionale de la formation certifiante et diplômante. Ces initiatives témoignent de l'urgence d'agir ensemble face à la gravité des problèmes que pose la corruption et par la menace qu'elle constitue pour la stabilité et la sécurité des sociétés, en sapant les institutions et les valeurs démocratiques, les valeurs éthiques et de justice, et en compromettant le développement durable et l'état de droit. Malgré ces progrès, la lutte contre la corruption devrait se poursuivre, d'autant qu'il s'agit de bâtir un avenir plus juste et plus équitable pour tous. En économie, le programme stratégique de transformation de l'aquaculture en Côte d'Ivoire, en abrégé TASSIV, mettre en avant l'élevage de poissons en vue de lutter contre la pauvreté et créer de nouveaux emplois. Le Centre d'information de communication gouvernementale, le CICG, a mis en lumière cet objectif au cours d'une communication qui a eu lieu dans la commune du Plateau. Les précisions d'Ahmed Kouassi et Jean-Marc Djadji. Propulser le secteur aquacole avec les investissements publics conséquents et créer un environnement favorable aux investissements privés. C'est la mission principale que s'est assignée le PS-TASSI. Son coordonnateur général était l'invité d'une tribune d'échange et d'information du CICG. Chaque année, l'écart entre la production locale et la demande et la consommation de poissons ne fait que s'accentuer. Donc, l'enjeu principal ici, c'est comment est-ce que nous allons produire localement pour combler ce déficit. Pour atteindre ces objectifs, le programme stratégique de transformation de l'aquaculture en Côte d'Ivoire
entend tisser des partenariats avec des entités locales et internationales. L'État a mis en place des cadres, des mécanismes de financement, le soutien aux PME, le GUD, la CDC Capital, l'INE, ainsi que le PDCDV, sont tous ceux-là des mécanismes par lesquels aujourd'hui les jeunes peuvent avoir accès au financement et se lancer en aquaculture. D'ici à 2030, grâce au PS Tassi et aux engagements du secteur privé, la Côte d'Ivoire ambitionne de produire plus de 300 000 tonnes de produits halieutiques. Un projet qui devrait générer une valeur globale estimée à 825 milliards de francs CFA et permettre la création de plusieurs emplois. En entrepreneuriat, 10 femmes ont été récompensées pour leur engagement à œuvrer pour la promotion de l'entrepreneuriat et de l'autonomisation de la jeune fille. Elles ont reçu le prix d'excellence et du mérite Alassane Ouattara du leadership féminin, un projet initié par le mouvement 2 millions de femmes battantes pour Alassane Ouattara, un mouvement national dont l'ambition est de réunir en son sein toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Souleymane Donissangui et Abdoulaye Koné. Ces trophées illustrent le prix d'excellence et de mérite Alassane Ouattara du leadership féminin. L'honneur revient à ces dames qui se sont distinguées pour leur engagement en faveur de la promotion de l'entrepreneuriat et de l'autonomisation de la femme. Je suis très honorée. J'ai dédié ce prix à mon époux, franchement, qui m'a toujours soutenue, qui m'a toujours accompagnée dans mes œuvres. J'ai toujours aimé la cause humanitaire. Merci au président de la République et son épouse, et merci à toutes ces femmes battantes qui œuvrent aussi comme moi dans ce secteur. Mon impression, elle est bonne. Il y a beaucoup d'émotions autour parce que j'ai été surprise quand j'ai reçu le courrier comme quoi on faisait partie de ces femmes battantes qui ont eu ce prix Alassane Ouattara. Et quand on nous dit la Côte d'Ivoire solidaire, nous sommes dans cette démarche-là, dans cette vision de Côte d'Ivoire solidaire. Ce dîner gala de distinction des femmes leaders est une initiative du mouvement 2 millions de femmes battantes pour Alassane Ouattara. La femme est le socle de la famille et même du pays. Lorsque la femme va bien, le pays va bien. Nous avons dit lauréats, nous prenons les femmes qui excellent dans les domaines d'activité. Nous les prenons comme exemple d'autres femmes, afin que vraiment ces autres femmes puissent faire comme elles, pour que le pays soit développé, émergent, solidaire. Un dîner gala de distinction qui est à sa 2e édition, des festivités qui ont permis de rendre un hommage mérité au président de la République pour toutes ces actions, des actions qui contribuent fortement à l'épanouissement des femmes ivoiriennes dans toutes leurs composantes. Et on parle à présent de cohésion sociale. Dans ce journal, le député de Ouangolodougou, Traoré Drissa, sensibilise les habitants de cette localité à la paix, au vivre ensemble et à la cohésion sociale. Une initiative portée par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, président du conseil régional du Tchologo. Le reportage de Jean-Yves Zadi et Soro Corona. La culture de la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble, tels sont les moyens que se donne le député de la circonscription Ouangolodougou, Kawara, pour sensibiliser les populations du village de Brondougou, localité située dans le département du Ouangolodougou. Cette action s'inscrit dans le cadre de la tournée de remerciements initiée par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, président du conseil régional du Tchologo. Cette mission de paix, conduite par Traoré Drissa, vise à renforcer les liens d'union, de fraternité et de tolérance entre les habitants. La paix, c'est comme de l'oxygène. Quand on en possède, on ignore parfois. Pourtant, il suffit que ça nous manque, ça devient catastrophique. Et conscient de cela, nous sommes accrochés. Chaque fois, si nous avons un temps, nous allons envers nos populations, envers nos parents, parler rien que de la paix et de la cohésion sociale. Après le village de Brondougou, cette délégation dirigée par Traoré Drissa va sillonner d'autres villages de la circonscription. Cette activité a connu la participation des filles et fils, guides religieux et des chefs coutumiers. Sachez qu'à l'occasion de la journée nationale des disciples Emmaüs de l'église USO, plusieurs jeunes ont vu leur projet financé par le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle, du service civique. La cérémonie de lancement des projets d'autonomisation de la jeunesse de l'église USO a eu lieu dans la commune de Cocody. Le reportage de Jean-Michel Quadio, commenté pour vous par Tanguy Tanguy. Après avoir participé à un appel à projet, Anatra a rallié Abidjan pour réceptionner son chèque en vue de rehausser son activité en Berne depuis 3 ans. Bon, c'est le projet de volaille, élevage de volaille. Il y a eu un peu de récalement. Nous vivons dans les moments difficiles et avoir un financement pour pouvoir réaliser son projet, c'est quelque chose en tout cas qui donne boum au cœur. Anna n'est pas la seule bénéficiaire de ces dons.
Comme elle, d'autres jeunes ont reçu leur pas à l'occasion de la journée nationale des disciples d'Emmaüs. Une initiative portée par le président de la jeunesse des églises USO. Ces dons sont à deux niveaux. D'abord, ils vont concerner les jeunes filles, parce qu'au niveau de notre communauté, les jeunes filles occupent une place de choix. Il s'agit au total de 38 jeunes filles qui vont recevoir ces projets. La deuxième vague, ce sera les jeunes gens qui vont recevoir 10 tricycles. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que ces 10 tricycles seront gérés par 10 jeunes, mais qui sont en réalité des têtes de liste. Ces dons sont offerts par le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique à la faveur de l'année 2023 décrétée année de la jeunesse par le président de la République. Il s'agit donc de 10 millions pour le financement du projet, de tricycles pour accompagner les jeunes de cette église dans l'exercice de plusieurs activités, et puis une ligne pour accompagner l'église dans la construction d'un édifice. Créé en 1994, le mouvement des disciples d'Emmaüs de l'église USO a pour objectif d'aider les jeunes à assumer leur autonomie financière. Et on reste avec les jeunes pour continuer de parler de lutte contre le chômage. 300 jeunes ont reçu leur certificat de fin de formation. Les récipiendaires ont été formés au métier de l'artisanat. Une cérémonie de remise de certificat de fin de formation organisée par la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire et l'agence Emploi Jeunes. C'était dans la commune de Cocody. Juliette Ouéa. Ils ont été formés pendant 9 mois au métier de l'artisanat. 300 jeunes, dont des diplômés en reconversion professionnelle, ont reçu leur certificat de fin de formation. Je suis très en joie. On ne trouve pas trop de femmes dans ce genre de métier. Je pense que c'est un métier qui nourrit son homme. Voilà pourquoi j'ai choisi ce métier. J'ai appris à récupérer les vêtements, à les étiqueter, à les placer et à les envoyer à l'usine. L'énergie solaire est une carrière très prometteuse en Côte d'Ivoire. Je suis vraiment très content d'avoir choisi ce métier. Estimé à plus de 150 millions de francs CFA, ce programme de mise en apprentissage est une initiative de la Chambre nationale de métiers de Côte d'Ivoire, soutenue par l'agence Emploi Jeunes depuis novembre 2022, et cela à travers un accord de partenariat. Il y a au moins 30% des femmes qui ont été formées pour répondre à la volonté du chef de l'État. La signature de cette convention répond à l'insertion socio-professionnelle de la jeunesse. Notre travail de formation va continuer parce qu'en 2024, nous espérons, avec le ministre en charge de la jeunesse, nous allons encore former au moins sur 3 ans 7500 jeunes. À noter que 120 maîtres artisans ont participé à la formation des 300 jeunes récipiendaires. Ce projet a ciblé 10 localités du pays, dont Abobo dans la région sud, Yamoussoukro au centre et Man dans la partie ouest. Et sur des questions environnementales, des échanges portant sur des projets, des idées innovantes pour lutter contre l'insécurité alimentaire, la disparition du couvert forestier était au cœur d'une rencontre. Un panel de haut niveau qui a réuni des organisations internationales et des agences de coopération sur la sécurité alimentaire et la restauration du couvert forestier en Côte d'Ivoire. Kadi Koné, Khalil Diomandé. Face aux défis de la déforestation et de l'insécurité alimentaire en Afrique, les organisations internationales et agences de coopération engagent la réflexion. Objectif, trouver des solutions pour restaurer le couvert forestier et lutter efficacement contre l'insécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. La rencontre est initiée par l'organisation internationale Afri-Japan-Africasia en collaboration avec le réseau mondial des experts du développement économique et social. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, M. Kabana Kwasi Adjumani, a pris l'engagement que toutes ces structures, toutes ces directions générales vont épauler dans la mise en œuvre de ces projets. En Côte d'Ivoire, le couvert forestier est passé d'environ 16 millions d'hectares en 1960 à 2,97 millions d'hectares en 2021. Un projet est donc mis en place en vue de remonter la pente. Il s'agit d'un programme africain pour augmenter le nombre de la restauration du couvert forestier qui disparaît. Nous avons déjà engagé des études de faisabilité sur les aménagements paysagers pour restaurer au moins 20 000 hectares de forêt en Côte d'Ivoire. Des plans de lutte contre l'insécurité alimentaire ont également été adoptés
Au cours de ce cadre de réflexion, il s'agit entre autres de la production de 50 000 tonnes de riz et de maïs chaque 3 ans et de 16 000 tonnes de légumes par an. Et puis des échos de la COP28 dans cette édition. En marge des travaux de cette COP, la conférence des ministres africains de l'environnement échange sur plusieurs thématiques. Il s'agit pour eux de faire le bilan des négociations sur le climat et d'envisager les perspectives pour une lutte efficace des effets néfastes des changements climatiques. Reportage. Rencontre des ministres africains de l'environnement pour faire le point de l'état d'avancement des négociations sur le climat au niveau des pays africains. Entre autres sujets abordés, les pertes et dommages liés aux effets néfastes des changements climatiques, l'adaptation, l'atténuation et le transfert des technologies innovantes. Il est bon que l'Afrique puisse parler d'une voix, c'est capital, mais également c'est la première COP que nous avons ce bilan mondial, et ce bilan mondial, au moment où je vous parle, n'est pas bon. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on se retrousse les manches pour justement revisiter par rapport à un bilan ici qu'on aimerait concret sur les différentes thématiques, pour qu'on puisse revisiter nos différentes CDN, nos contributions déterminées au niveau national, pour davantage inscrire nos différents pays dans une trajectoire qui nous mène vers les objectifs, notamment cet objectif de maintenir le réchauffement de la planète à 1,5 degré. Le fonds sur les pertes et préjudices, mais pour que ce fonds soit vraiment opérationnel, nous souhaiterons qu'il soit guidé par les textes de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Aujourd'hui, pour l'Afrique, c'est ça la priorité. À travers cette rencontre, la voix de la Côte d'Ivoire s'est fait entendre par le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Donc nous avons demandé qu'il y ait une insistance sur certains points, notamment sur l'adaptation qui est une préoccupation majeure, mais le nœud dur de toutes ces négociations qui est le financement. Il y a aussi l'opérationnalisation du fonds pour pertes et dommages. Il y a eu des annonces, mais je pense que le problème n'est pas définitivement réglé. Il faut faire en sorte que ce fonds soit opérationnel parce que les dommages n'attendent pas. Il y a eu des avancées, mais les discussions continuent. Au niveau de l'adaptation des populations face aux effets néfastes des changements climatiques, le ministre Jacques Assaouré-Conan souhaite que les financements soient revus à la hausse d'ici à 2025. Reportage signé Grascando et Adama à Sangaré. Dans l'actualité internationale au Mali, la mission onusienne, la MINUSMA, a définitivement quitté sa base de Mopti-Sévaré, située dans le centre du pays. C'était hier 8 décembre. Donc la base a subi en avril dernier une lourde attaque terroriste. Les derniers casques bleus y étaient présents, sont arrivés en fin de journée hier à Gao et les derniers civils à Bamako. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.